C'est une grosse association de la ville d'Annecy désormais, qui fait énormément de choses, beaucoup d'activités régulières, beaucoup de sport, beaucoup d'activités pour les enfants, accueil de loisirs, bref, le fonctionnement habituel d'une ancienne MJC. De la musique aussi, et puis bientôt un festival de jazz au mois de novembre. Et puis, l'association s'est beaucoup interrogée sur l'aspect conférences, débats, ancrage dans les problèmes de société aujourd'hui. Oui. Et puis le hasard a fait qu'au moment où on me demandait, moi, de mettre en place des débats, j'ai reçu un message de Michel Elaïch, ici présent, qui me disait qu'il venait de fonder une association qui s'appelle Comprendre notre époque, et qui œuvre tout à fait dans ce sens-là, à savoir discuter, échanger autour des thèmes de société, avec un lien direct sciences humaines et sciences sociales. Je ne dis pas de bêtises, Michel? C'est ça. Voilà. Il y a 3 thèmes qui nous semblaient intéressants de traiter cette saison. La culture, l'environnement, et l'environnement le traitera, je n'ai pas pris les dates, mais vous regarderez dans notre plaquette au mois de janvier, l'impact de la marche sur la montagne, et puis un thème plus large de démocratie participative et locale, où on invitera peut-être d'autres structures socioculturelles à venir débattre avec nous. Et donc ce soir, je suis ravie d'accueillir Michel, mais aussi et surtout peut-être, ça ne te gêne pas, Michel? Non. Surtout. Moi ça me gêne. Claude Brozzoni, qui est quand même un acteur de la culture à Annecy et qui va nous en dire bien plus sur lui, parce que moi je ne le connais pas tant que ça. J'ai vu ses pièces, ses spectacles, mais je ne sais guère de choses sur vous. Moi non plus. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est... c'est quoi déjà? Se cultiver ou consommer des biens culturels. Voilà. Messieurs, je vous laisse. Merci. Alors notre association Comprendre notre époque privilégie le débat en fait. Donc nous allons pas être avec une position haute qui va consister à vous dire ce qu'il faut penser, mais on va plutôt être des passeurs d'une certaine manière. Donc moi je vais faire une introduction concernant le sujet pour poser le débat, et Claude Brozzoni, metteur en scène, acteur de la culture, va témoigner et dire lui comment il se situe par rapport à ces questions-là, et ensuite nous échangerons avec vous le plus possible en partant de vos opinions mais aussi de vos vécus concernant le sujet et par rapport à la culture. Voilà. Donc on va s'interpeller mutuellement sur le sujet. Alors mon introduction, en partant du titre « Se cultiver ou consommer des produits culturels aujourd'hui », on peut dire qu'il y a en gros 2 courants de pensée sur la partie « se cultiver ». Il y a un courant de pensée qui est porté par le courant de l'éducation populaire, qui dit en gros, et je vais un peu le détailler, se cultiver, c'est se cultiver par la participation directe à la création de l'œuvre d'art, soi-même, les personnes. Et un autre courant de pensée qui, lui, soutient que c'est par le contact avec les grandes œuvres d'art, alors les œuvres d'art vivant, mais la peinture, la musique, qu'on va se cultiver. Et le 3e larron, on va dire consommer, c'est de dire comment ce qu'on vit en lien avec la consommation aujourd'hui peut arriver à s'articuler ou gêner, ou voilà, cette culture-là. Alors le courant de l'éducation populaire, qui a été porté par un grand mouvement qui a commencé depuis la Révolution française, en fait. Je vous donnerai quelques points de repère sur l'histoire de ce mouvement, a toujours pour finalité de mettre la culture à la portée de tous, pour que chacun puisse s'ouvrir au monde et aux autres, et de construire un être humain pensant, rêvant, imaginant, et surtout en perpétuelle construction, et pas réduit au statut de consommateur.
Et ça se basait, et ça se base sur des pratiques culturelles, artistiques, collectives, où les individus se réalisent ensemble. Il y a eu notamment, Claude pourra nous en parler, à une époque des stages de réalisation où, avec du théâtre et du cinéma, de la danse, ça débouchait sur une réalisation collective. Nous avons eu un acteur majeur de ce mouvement à Annecy, Gabriel Monet, 1921-2010, qui était instructeur d'art dramatique au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et lui disait de l'éducation populaire: l'éducation populaire, c'est devenir constructeur de soi-même, se déconditionner des habitudes prises dans son milieu, dans l'enfance. On voit que le mouvement allait assez loin dans le sens de se développer. Quelques points de repère sur l'éducation populaire, qui est établie depuis longtemps. 1792, déclaration de Condorcet, qui instaure le fait que l'instruction va établir une égalité de fait. Il ne suffit pas d'avoir liberté, égalité, fraternité, mais il y aura cette égalité de fait. 1866, Jean Massé, création de la Ligue de l'enseignement, avec des comités scolaires, des bibliothèques, c'était très nouveau à l'époque, bien sûr. Marc Sangnier, 1901, création des instituts populaires, des cours, des conférences, toujours la volonté que le peuple s'empare de cette culture-là. 1936, les mouvements d'éducation populaire sont relancés par le Front populaire, notamment grâce à l'action de quelqu'un qui est bien connu, qui est Léo Lagrange. 1945, qui avait été construit pendant la Résistance et qui sort le manifeste de Peuple et Culture, qui marque l'importance de l'éducation, notamment à l'art et à la culture. Et 1968, en plein milieu des événements de 68, la déclaration de Villeurbanne, déclaration de directeur de maison de la culture. La culture doit s'adresser au public populaire non touché par la diffusion des œuvres. Aujourd'hui, il y a de nombreuses associations et d'initiatives qui se revendiquent de l'éducation populaire. Le deuxième courant de pensée, c'est plutôt se cultiver par le contact avec l'œuvre d'art. L'initiateur de cela, c'est André Malraux, le Premier ministre de la Culture de la Ve République. Il disait: il ne faut pas confondre la culture et le loisir, la culture demande un effort. Pour Malraux, c'était surtout le contact avec l'œuvre d'art qui permettait d'entrer en art, comme on entre en religion. La démocratisation de la culture, selon lui, c'était rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité. Beaucoup d'actions portées aujourd'hui par les institutions culturelles semblent traversées par ce courant, de mettre à disposition, mais vous voyez la différence avec l'éducation populaire. Et un des acteurs de l'éducation populaire qui critique cette approche-là, Roland Gori, dit: aujourd'hui, la jouissance esthétique l'emporte sur la formation et l'émancipation des sujets. Enfin, et c'est dans le titre de ce débat, en dépassant ces deux courants, consommer des produits culturels, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est quitter peut-être se cultiver, c'est ne même pas imaginer contribuer à la création d'une œuvre, dans le sens de courant d'éducation populaire. C'est se servir du contact avec l'œuvre pour la consommer, donc aller au musée pour faire une sortie, admirer les œuvres d'art sans effort, passer un bon moment, consommer des spectacles, consommer des films pour se distraire, pour oublier ses soucis. Et se servir de la connaissance et de la consommation culturelle pour se distinguer. Bourdieu, sociologue, avait, dans son ouvrage sur la distinction, montré comment la culture pouvait être utilisée pour montrer qu'on faisait partie de l'élite, voilà, et se différencier. Et le film que certains d'entre vous ont certainement vu, Le goût des autres, de Bakri et Jaoui, insiste sur ce point de cette différence par la culture. Alors j'en viens au questionnement, et ensuite on va échanger avec Claude. Aujourd'hui, que vivons-nous? Que vivez-vous en lien avec la culture, vous, ici? Que vivons-nous? Est-ce que l'utopie populaire est une utopie... l'éducation populaire est-elle une utopie réaliste? Est-ce qu'elle est un échec, comme certains acteurs le considèrent, en disant on n'a pas réussi, on n'y est pas arrivé, voilà,
on n'a pas touché ceux qui n'étaient pas touchés par la culture. Certains disent, alors finalement, ça nourrit ceux qui étaient déjà là-dedans. Est-ce que le contact avec les œuvres d'art suffit à nous transformer, à nous ouvrir à nous-mêmes et aux autres, hein? Aussi, un équilibre entre ces deux courants de pensée est-il possible et souhaitable, hein? Et est-ce que nous considérons aujourd'hui la culture, quelquefois, ou en permanence, comme un objet de consommation, pour nous faire plaisir, pour passer un bon moment? Et est-ce qu'on peut trouver aussi un équilibre entre effort culturel et consommation? Après tout, se distraire, ça peut être aussi bien. Voilà. Et enfin, pour finir, la question enfin qui regroupe tout, c'est est-ce que la culture est aujourd'hui prise dans la frénésie de la consommation? Voilà. Alors après toutes ces questions, tu m'avais dit de poser au fur et à mesure. Moi, on en avait parlé, on avait échangé avant, c'est de dire au fond, par rapport à ça, comment tu réagis, quel est toi en homme de théâtre, et par rapport à ces cheminements, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce qu'au fond, il y a moyen, par le théâtre notamment, de toucher les personnes, qu'elles puissent se transformer, s'ouvrir au monde, et pas seulement juste consommer une pièce ou... Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de ça? Eh bien, moi je suis un fils d'ouvrier. Mon père était maçon et ma mère femme de ménage, elle travaillait aussi à l'usine. Donc j'ai eu la chance dans un premier temps d'être un enfant de l'école républicaine. C'est-à-dire, je suis né en 55, donc j'ai dû aller à l'école dans les années 60, début des années 60. C'était déjà une école où on se retrouvait tous. C'est-à-dire les fils d'ouvriers, les fils de patrons. Il y avait pas d'école scindée où tout d'un coup on mettait son fils ou sa fille dans une école parce que c'était plus sûr, et puis d'autres allaient avoir une éducation un petit peu moins bonne. C'était l'époque où en France on apprenait tous la même chose, hein, que ce soit bien ou pas bien, on apprenait tous Vercingétorix, on apprenait exactement les mêmes choses. Donc c'est ce qui faisait une espèce de base, une espèce de tronc commun entre tout le monde. J'ai eu une éducation dans le travail, dans la discipline, dans le respect. C'est, comme dit Godard, c'était une bonne et une mauvaise éducation. Hein, c'est bien parce qu'on apprend des choses, à être poli, mais c'est pas bien parce que souvent on est trop poli. Voilà, on apprend à dire oui, on apprend pas à dire non. En tous les cas, les enfants d'ouvriers, c'était comme ça. J'ai fait des études d'électronique, d'électrotechnique exactement. J'ai fait des études qui correspondent à des études d'ingénieur. Mais à la maison, on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre. Il y avait au théâtre ce soir, ça ne m'intéressait pas du tout. En troisième ou en cinquième, on avait vu Le Bourgeois Gentilhomme, mais en projection sur un écran comme ça. C'était pénible. On ne pouvait même pas lancer des boulettes sur les acteurs. Voilà. Mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et puis, j'ai quand même eu la chance en seconde, première, terminale. J'étais à l'école ici, là, à l'ECA, l'école catholique d'apprentissage. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles catholiques parce que mes parents étaient catholiques. En 68, il y avait eu les grèves dans l'enseignement public. Donc, après 68, à 13 ans, je crois, 12 ans, 13 ans, j'ai été mis dans les écoles de curés. C'était très bien, hein, j'ai jamais été touché ou quoi que ce soit. Pardon ? Par la grâce. Par la grâce, oui, j'ai été touché par la grâce. À des moments, je suis touché par la grâce, par l'Esprit Saint. Je suis croyant, hein, je suis croyant pratiquant, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui fait du prosélytisme. J'ai eu la chance de rencontrer ici, dans cet endroit, il y avait un préfabriqué, et j'avais un prof d'art plastique qui s'appelle Jacques Couex, qui est un plasticien, un très bon peintre, et qui nous apprenait à écrire sur les murs, je sais pas moi, fuck you, CRSSS, mais en même temps on faisait du dessin, on apprenait à dessiner des modèles, il y avait des modèles, donc on dessinait quelqu'un, on dessinait un canard empaillé. Ça c'était 2 heures par semaine dans mes 38-39 heures de cours, parce qu'en technique on fait beaucoup de... On enseignait déjà aux élèves
à être des ouvriers performants, à faire leurs 40 heures de travail. Et c'était un truc que j'aimais bien. Mais pourquoi, je ne sais pas. Donc après, j'ai fait mes études, ma mère est décédée. En fait, c'était ma mère qui voulait que je ne sois pas un ouvrier, mais que je ne sois... Et surtout que je ne sois pas commandé. Donc son rêve, c'était que je sois ingénieur. Mais ingénieur, on est toujours commandé. Donc, mais pour elle, c'était la classe au-dessus. C'était le degré, l'échelon supérieur. Bon, quand ma mère est morte, je suis parti en vrille, j'ai fait des tas de trucs. Et puis un jour, je travaillais en Angleterre et je rentre d'Angleterre à Pâques pour voir mon père en vacances pendant 15 jours. Et je traverse la Roche-sur-Foron. Et là, je rencontre, sortant d'un magasin ou d'un bar, je ne me rappelle plus, ce professeur d'art plastique, Jacques Couex, qui me dit ouais, on fait du théâtre, si tu veux venir avec nous, tu peux venir. Et puis je suis parti avec lui, un petit peu comme les apôtres quand ils suivent le Christ. Viens, et puis ils partent. Puis il y en a d'autres qui ne partent pas, qui ne suivent pas. Donc je suis rentré comme ça. Et je me rappelle, mes premières aventures, c'était à la MJC de la Roche-sur-Foron. Alors on faisait des spectacles qui étaient très politiques, très engagés, qui étaient même engagés à râler pâquerettes. Tous les notables, c'était des... Enfin, je ne vais pas vous dire ce que c'était, mais c'était quand même assez à râler pâquerettes. Mais quand même, j'avais cette joie de travailler avec Jacques Couex, qui était un peintre, et qui m'a fait découvrir la peinture, qui m'a fait découvrir le théâtre, qui m'a fait découvrir le cinéma, qui m'a fait découvrir la littérature. Et ça a été des fenêtres et des portes qui se sont ouvertes en moi. C'est-à-dire qui m'ont fait découvrir un endroit que je n'imaginais même pas. C'était un endroit... Alors au début c'était rigolo parce qu'on fumait des joints, on buvait, on faisait de la musique, on faisait des tas de trucs comme ça. On vivait en communauté aussi, c'était ces époques-là, les années 70. On vivait ensemble, on partageait tout, on partageait vraiment tout. Mais au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était intéressant, c'était cet enracinement que la culture, que le théâtre, la littérature, la peinture, le cinéma m'apportaient. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir mes premières racines qui pénétraient la terre et qui faisaient de moi un arbre qui allait donner des fruits. Alors c'était une époque où Jeunesse et Sport était très engagé sur tout ce qui touchait à la culture. Il y avait je sais plus comment on appelle ça, c'est pas des conseillers, mais c'était des instructeurs, ça s'appelait. Voilà, des conseillers techniques et pédagogiques qui on faisait des stages pendant un mois, pendant l'été, et on partait à Voiron, au centre de gymnastique, il y avait un truc sportif là-bas. On restait pendant un mois, et là on abordait autant... chez Couex, c'était la liberté, c'était la profusion, c'était vraiment un travail sur la peinture, sur l'art brut, c'était formidable, c'est mon maître, c'est vraiment lui que j'estime être mon maître. Et puis, dans ces stages-là, ces stages de théâtre, ça a été la rencontre avec l'œuvre théâtrale. Donc, comme souvent, c'était, en tous les cas, moi, les conseillers que j'ai eus, c'était des gens, c'était des époques très politiques, hein. Les gens étaient communistes, souvent ils étaient même pas socialistes, ils étaient communistes, ils venaient de cette culture communiste, de cet endroit où on passait, alors ça n'a rien à voir avec le communisme qu'il y avait en URSS, mais c'était des gens qui venaient de cet endroit dont tu as parlé très bien, du Front Populaire, même si ce qui a amené le Front Populaire, ça a aussi été les jeunesses catholiques. Il y a eu beaucoup de prêtres qui ont apporté ce théâtre à des jeunes qui ensuite ont suivi ces grands maîtres des années 30, dont là les noms me viennent pas. Il y avait 2 autres personnes à Annecy qui étaient vachement bien aussi, c'était Jean Dasté qui a traîné un moment dans le coin avant de partir à Saint-Étienne, et puis il y avait un monsieur qui était super, c'était Paul Tisse, qui était un homme, voilà, qui était un monsieur, un homme merveilleux d'une très grande culture et qui aidait les jeunes gens à découvrir ce qu'était c'était l'époque des passeurs. C'est une époque qui a un peu disparu maintenant. Donc moi j'ai eu la chance d'être né dans ces années-là, et à travers ces stages de théâtre
on abordait la Commedia dell'arte, Bertolt Brecht, on abordait la poésie, on travaillait sur Baudelaire. Pour moi, c'était des choses vraiment, c'est vraiment des choses que j'aurais jamais imaginées dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, il y avait aussi autour de nous toute cette génération. On va parler d'Annecy. Il y avait parce qu'on est quand même dans une ville, quoi qu'on dise, qui est une ville assez extraordinaire. Hein. Je fais pas l'apanage parce que bientôt c'est les élections municipales. Je prends pas cette parole en défendant la ville d'Annecy. Mais on peut remarquer quand même que depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années, c'était aussi une ville c'est une ville entre guillemets de plouc. C'est quand Malraux a proposé à la ville d'Annecy d'avoir c'était pas un centre dramatique, c'était une maison de la culture. La ville d'Annecy l'a refusé. Elle n'a pas voulu de cette maison de la culture, alors qu'ils allaient mettre vraiment beaucoup d'argent. Ce qu'ont fait d'autres endroits, comme Grenoble, comme Chambéry. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est une ville qui a construit tout doucement son chemin dans la culture, un petit peu comme des paysans. Hein, ils ont gratouillé un peu la terre, ils ont planté des petits trucs, et puis sont arrivés autour des différentes personnes. Et doucement, et finalement, c'est une ville qui, depuis, je sais pas, je vais pas vous dire 20 ans ou 30 ans, c'est une des villes qui met le plus d'argent dans la culture au niveau de la ville et de l'agglomération. C'est une des rares villes où les enfants vont au théâtre et ne payent pas. On va à Paris, les enfants de 8 ans, 10 ans, je crois qu'ils payent 10 € pour voir une autre pièce de théâtre. Annecy, il y a toute cette dimension, et c'est une ville qui doucement est partie de rien, a construit des bases, a beaucoup travaillé à un moment donné autour des MJC. Après, on a eu la chance d'avoir des personnes comme Daniel Sonzini, qui, avec d'autres personnes, avec la ville d'Annecy et d'autres personnes, je ne vais pas vous dire les noms, peut-être que c'est même pas que je vais en oublier, je ne les connais pas ces noms, donc c'est pas de ôter à ces personnes qui ont fait ce travail tout le mérite qu'ils peuvent avoir. Moi je parle de Daniel Sonzini parce que c'est lui que j'ai connu, et ils ont eu cette audace de construire ce grand théâtre à Annecy, de lui donner sa puissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un théâtre qui est dans les 10 plus grands théâtres de France. On voit des spectacles de tous les niveaux. Après, on parlera de la consommation ou de la raison d'être de ce théâtre qui cultive. Donc moi, je suis né dans ces années-là. Et moi, je suis tombé dans le pot, dans le chaudron, comme nous disait quelqu'un aujourd'hui. Je suis tombé dans le chaudron de cette éducation populaire. Pourquoi? J'ai jamais fait un parcours élitaire à me dire je veux être un homme. J'ai postulé, le ministère m'a demandé 5 ou 6 fois de postuler pour des centres dramatiques. Je suis toujours arrivé dans ce qu'ils appellent la short list, la petite liste, mais j'ai jamais été choisi. C'est aussi parce que le parcours des personnes, je dis pas ça en me flagellant, d'arriver du milieu, on dit souvent dans les articles, il a un bac+7, il a fait philo, on parle de ses patrons comme Olivier Pipe, les patrons du festival d'Avignon, ou Scaretti qui était le patron du TNP. Alors on cite leur CV, alors tout d'un coup, parce qu'ils ont bac+6 ou +7, ça devient des génies, et puis le bac technique, c'est pas intéressant, mais bon, peu importe. Moi, ma famille, c'est ces gens qui ont décidé à un moment donné, parce que ça s'est surtout intensifié à la sortie de la guerre. Hein, tu as parlé, et ça c'était passé c'était pas Saint-Martin-d'Hères, mais c'était juste au-dessus, où pendant la guerre se sont retrouvés à un endroit, alors que la France était occupée, une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont écrit un manifeste, le manifeste de la culture. Et j'ai une photocopie. Je crois qu'il y a très très peu de textes qui restent de ce moment-là, mais ça a vraiment une utopie extrêmement forte. C'était des gens qui ont fait la guerre, c'est des gens qui ont fait dérailler des trains, peut-être qui n'ont pas fait dérailler des trains, d'autres qui ont tué, mais qui, à la sortie de la guerre, sont partis dans une utopie de paix, dans une utopie de partage, sont partis dans un désir de faire la paix avec les Allemands
alors que la guerre 39-45 a été un charnier terrible, avec la guerre 14-18 aussi. Donc ce sont des jeunes qui sont arrivés avec cette utopie et en se disant qu'à travers la culture, à travers la rencontre des grands poètes, à travers la rencontre des grands textes, des grandes œuvres de théâtre, on allait pouvoir fédérer les gens et fabriquer l'Europe. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en politique, en théâtre, à travers la culture, à travers les échanges universitaires, Erasmus, des trucs comme ça, à travers d'autres choses, puisqu'ils ont inventé, ils ont mis en place des allocations familiales. C'était un grand moment de générosité, mais qui venait d'un moment qui était un moment extrêmement difficile. Je pense que la racine de ce bien, elle vient de ce moment qui est terrible. Et c'est toujours à partir des moments terribles où il y a des êtres de bonne volonté qui se lèvent et qui apportent avec leurs petites mains une petite lumière. Ces gens de théâtre, d'Asté, Gaby Monet, mais même Jean Vilar à Paris, qui allait jouer dans les usines, avaient une haute opinion de ce qu'est la culture et de ce qu'elle apporte. Et c'est vrai que quand on regarde sur 2000 ans, Victor Hugo a écrit un très beau livre qui s'appelle Shakespeare, et qui est une thèse sur Shakespeare. Et il compare l'art, la culture, la littérature, les grands poètes, à la science. Alors moi, je vais vous expliquer à ma manière un petit peu. Il raconte comment, avant de créer des médecines qui permettent à son époque de guérir des gens, je sais pas, aujourd'hui on arrive à des rayons X, des tas de trucs comme ça. Alors au début ça commençait, ces trucs magiques, on pouvait prendre une limace, l'écraser, la mélanger, j'exagère, mais la science elle s'empile, on découvre ça, et ensuite on découvre un petit truc en plus, puis ensuite on découvre un petit truc en plus, et on est toujours en évolution, alors qu'il explique, il dit que la poésie, quand on lit le livre de Job, quand on lit Euripide, il parle de Dante, il parle de tous les grands poètes, il parle évidemment de Homère. Il dit c'est étonnant que dans la poésie, dans la littérature, on a toujours des grandes montagnes dans les grandes œuvres. Et on ne dit pas Dante c'est mieux que Homère, ou c'est mieux que Job, ou c'est mieux que Rabelais. Ce sont des montagnes. Il parle d'où elles viennent. Donc, quelqu'un comme Victor Hugo, qui a beaucoup milité pour l'éducation du peuple, son utopie, c'est qu'en éduquant le peuple, on lui apporte... C'est pas en éduquant le peuple parce qu'on pense que c'est des blaireaux, non, c'est qu'ils pensent qu'ils ont cette capacité à prendre, à manger, à digérer cette culture qui est une culture souvent... fermé pour certaines personnes, c'est qu'on peut arriver à un moment donné à créer un monde de paix, à supprimer l'armée, à supprimer la police. Donc il a cette grande utopie, c'est un homme extrêmement intelligent, c'est pas juste un rêve qui est comme ça. Et c'est vrai que l'éducation, c'est vrai que et on le voit, si on prend par exemple, on va prendre une voiture, ce que va produire peut-être Peugeot sur une année. Si on prend une œuvre de Homère, elle a été montée des milliers de fois, elle a fait travailler des milliers de personnes. Donc c'est même, je ne veux pas parler d'économie par rapport à l'art, ce sont des œuvres qui ont fait vivre des gens, ce sont des œuvres qui font travailler des gens. Mozart, rien qu'avec une symphonie, il a fait travailler derrière des milliers de personnes, puisqu'il y a des milliers d'opéras qui viennent de ces œuvres. Mais au-delà de ça, ce sont des œuvres qui traversent le temps et qui portent des valeurs humaines, qui portent, on va dire, pour moi, le bon côté de l'humanité, qui portent cet endroit que tous les pouvoirs ne veulent pas voir évoluer, ne veulent pas voir appliquer. Parce que quand on crée un homme bon, à un moment donné où cet homme est bon, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça se fait en un jour, en 2 jours ou en 10 ans, ça prend certainement du temps, mais à partir de ce moment-là, eh bien c'est difficile de venir avec son ego et de prendre le pouvoir. Donc toute cette culture populaire, elle est vraiment là avec un désir profond d'apporter aux gens le meilleur de ce que quelqu'un... D'ailleurs, ces personnes qui apportaient cette culture, c'était des partageurs, c'était pas des gens
qui disaient « moi je sais, regardez ce que je sais », mais c'était des personnes qui disaient « je sais et je vous donne ce que je sais », comme un boulanger qui donne son bon pain, comme un boucher qui donne sa bonne viande, comme un professeur qui donne sa culture à un élève, et pas simplement un professeur qui dit « je sais ça, taisez-vous, vous ne savez rien, et c'est moi qui est là ». Donc, et petit à petit, vous savez, ces gens-là qui, moi je parle pour le théâtre, hein, mais je pense que même en politique, à l'époque, c'était pas des gens qui en faisaient une profession où ils s'enrichissaient, c'était des gens qui avaient des convictions. C'était des gens, quand ils avaient un théâtre, s'ils faisaient un déficit, c'était eux qui payaient le déficit. C'était eux qui prenaient en charge le déficit du théâtre. Donc, s'ils avaient une maison, ils mettaient leur maison en crédit sur le théâtre. Et petit à petit, comme partout, ces métiers, ces engagements sont devenus des professions, sont devenus des métiers, dans lesquels on peut s'installer socialement et on peut réussir. Et tout d'un coup, petit à petit, c'est comme pour tout, on est mieux assis dans un canapé, dans un fauteuil, c'est plus cool, alors que d'être vigilant, de vouloir défendre à tout prix, ça ne veut pas dire dans un totalitarisme, mais de défendre ses engagements, ses utopies, ça demande d'être debout, de prendre des courants d'air, de prendre des tempêtes, de prendre des volées, de voir des moments de lumière, de voir tout ça. Mais c'est plus facile d'être assis dans son confort et de toujours avoir le discours d'éducation populaire, de dire on fait ça pour ça, mais ça s'est perdu. Cet héritage, doucement, il a été porté par des personnes qui étaient les fils de ces gens-là, les fils spirituels. Ensuite, on a eu les enfants qui ont hérité et qui en ont fait une profession. Et actuellement, pour moi, je trouve qu'on a à la tête de ces endroits qui étaient des lieux populaires d'éducation, mais on trouve pareil dans l'éducation nationale. On trouve ça... Pardon ? J'ai dit des gestionnaires. C'est plus que des gestionnaires. Ce sont... J'ai rien contre les chiens et j'ai toujours du mal à prendre l'exemple d'un animal pour qualifier quelque chose qui n'est pas normal chez l'être humain. On parle des rats, des cochons. Cochon, c'est un cochon, il peut rien. Une vache, c'est une vache. Un lion mange de la viande. Mais ils ont dévoré l'héritage. Ils l'ont mangé. Ils le dévorent. Mon analyse d'aujourd'hui, elle est comme ça. Ouais. Alors toujours en ayant un discours sur le monde. Ce sont des gens qui font... Ils font ce qu'ils veulent, hein, moi ça ne me regarde pas, mais ce sont des personnes qui ont des discours engagés sur des plateaux, d'ailleurs qui font souvent un théâtre où on ne rit plus, un théâtre où on ne prend plus de plaisir, on va souvent dans ces grands théâtres, il y a des gens qui sont très bien, hein, je ne veux pas dire que tout le monde n'est pas bien, mais ce sont des endroits qui sont devenus des endroits de l'ennui, où... on est content parce que la presse dit quelque chose, c'est bien, on est assis, on se dit c'est bien, tout le monde dit que c'est bien, mais on n'a plus ce recul. À une époque, on allait au théâtre, on allait au cinéma, ça ne veut pas dire de faire toujours la même chose, mais il y avait le metteur en scène, il y avait les grands réalisateurs. À Annecy, on a du bol, on a eu le grand cinéma italien, on a eu la Biennale espagnole, on a eu le Grand Théâtre d'Annecy, qui est aussi un grand théâtre aujourd'hui, mais où après les spectacles, il y avait des discussions, il y avait des personnes qui venaient parler de leur engagement. Aujourd'hui, sur un plateau, on ne parle plus de pourquoi on crée une œuvre, de pourquoi on la met en scène. Alors évidemment, il y a des metteurs en scène qui ne parlent pas bien, mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres qui parlent bien. On écoute quelqu'un qui ne parle pas bien, puis après on écoute quelqu'un qui parle de son œuvre, pourquoi il la monte. Et c'est intéressant et c'est ce qui nous enrichit. C'est quelque chose qui se passe comme ça. C'est une époque où on donnait, où les choses étaient données. Aujourd'hui, on parle de chemin alors maintenant là sur ça, parce que du coup, ce que tu dis, moi ce que j'entends bien, c'est qu'au fond, bah voilà, ça s'est perdu. Mais toi, homme de théâtre, comment continuer à faire ça? Parce que tu as l'air d'être motivé par ça, à continuer ça. Comment ça se passe? C'est pas perdu, ça se passe avec la compagnie? C'est des vagues. Oui. On est d'un côté, on est de l'autre. Moi, je suis d'un côté, même si je monte des œuvres qui des fois sont pas, je ne veux pas parler de réussi ou pas réussi, qui paraissent un peu plus compliquées, mais on est dans un camp, on est dans l'autre.
Là, on a compris le tien. Oui, mais après j'accepte comme ça. Je suis pas né et j'aurais pas souhaité naître avant ni naître après. Est-ce qu'il faut baisser les bras et tu baisses pas les bras? Non, il faut pas baisser les bras. Est-ce que ça influence sur, par exemple, ta création? Est-ce que ça l'influence parce que quand on a un certain âge aujourd'hui, on nous dit qu'on est vieux, donc on a un peu moins d'argent. Mais en même temps, on a un peu moins d'argent, mais on fait du théâtre un peu différemment. C'est-à-dire toujours en payant les gens de la même manière, sans baisser les salaires, mais en faisant moins de décors, parce que c'est pas forcément ça qui est nécessaire aujourd'hui. Non, on baisse pas les bras. On faut pas baisser les bras. Moi, je découvre j'ai 64 ans. Je découvre dans ma vie qu'il y a des choses qui sont extrêmement... Il y a Charles Péguy qui a écrit sur la foi, la charité et l'espérance. La foi, c'est normal, il fait parler Dieu, et Dieu dit, mais la foi, c'est normal. Si les gens regardent, tout est beau autour. Donc, alors après, on peut ne pas avoir la foi, on peut se dire, non, non. Mais tout est beau, donc la foi, c'est normal, c'est beau. La charité, quand on voit quelqu'un qui est dans la difficulté, notre cœur, il nous dit « Ah, je voudrais l'aider », mais après, il y a la tête qui ne l'aide pas. Donc, on a tous un élan comme ça. On a cet élan d'aider, ensuite, on ne le fait pas. Mais Dieu dit, par contre, j'ai du mal à comprendre l'espérance. L'espérance, c'est ce petit truc, les autres sont inscrits dans le présent, et l'espérance est inscrite dans le futur. Donc, je fais à 64 ans l'expérience de la confiance, de l'espérance et de la patience. Donc, moi, je suis un tout petit bonhomme. Il y a des gens avant nous, on va travailler l'année prochaine sur les textes de Etty Lessoum, qui est une jeune femme juive qui a été morte dans les camps de concentration à Auschwitz en 1943, et qui, plus elle va vers l'horreur, elle demandait à aller dans les camps, parce qu'au début elle était secrétaire d'un comité où ils choisissaient des gens, un comité juif néerlandais. Donc elle demande de partir avec les autres. Et plus elle allait vers la fin, et plus elle était lumineuse, plus elle voyait la lumière du monde. On est dans un moment un peu perdu, on est dans un moment... Moi j'ai coupé la télévision, je regarde plus la télé, j'écoute plus les infos, j'écoute plus la radio, je lis pas les journaux. Je sais ce qui se passe, je sais que les Turcs aujourd'hui, ils bombardent les Kurdes et nous on fait rien. Hier soir il y a eu un match de foot à la télévision, c'était France-Turquie. Je sais tout ça, mais j'essaye de... Ce sont des choses qu'on nous met, comme des mauvais vaccins, qu'on nous pique avec pour nous dire bien sûr qu'on a de la chance par rapport aux Kurdes qui sont bombardés aujourd'hui, ou aux Syriens, ou à qui que ce soit qui vit dans la misère, qu'il soit de droite ou de gauche. Bien sûr qu'on a de la chance, mais on a autour de nous, avec nous, on a ensemble, on a des gens comme Michel qui organisent ces moments de rencontre où on partage des aventures, lui à travers ses questions, moi qui viens témoigner un petit peu de mes trucs. On a des tas de choses qui sont des choses extrêmement vivantes. Donc oui, moi j'ai l'espoir et ça me fait pas peur de me dire que vous voyez, moi quand je suis sur les réseaux sociaux, des fois pas trop, mais avant les élections, 2 mois avant, tout le monde se réveille et attaque le Front National. On dit, ouais, il faut pas... Alors, pendant 2 mois, ça parle, ça discute, il y a des articles, puis une fois que Macron passe, ou je sais pas qui, et le Front National, il est remis au placard pendant 2 ans. Puis tout d'un coup, ça s'arrête. Parce qu'on retrouve tous nos petits conforts, notre petit pognon, nos petites habitudes, mais vous savez... Ils vous interpellent, là. Hein? Ils vous interpellent. Non, mais on retrouve... Donc, moi, ça m'intéresse... C'est comment... moi, je suis pas parfait. Virginie, elle est là, elle me dit, ah oui, des fois, tu parles et tu fais pas comme ça. Mais bah ouais, c'est pas facile. Mais c'est comment on est, comment on croit. Là l'autre jour, on a fait un spectacle au mois de mai. On a travaillé avec des enfants de CM2. C'est super. On a fait un Molière. Et on continue la création au mois de janvier. Alors, on joue 8 fois dans la semaine et on ne peut pas jouer avec les enfants. Parce qu'ils peuvent faire qu'une fois, une fois sur 3. Donc, il faudra avoir 3 classes. C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Alors, avec Dominique Vallon, qui est
qui est la co-directrice de la compagnie, elle a rencontré l'école des Carillons, à Annecy, à Cran-Sénaud, hein, c'est bordure. On y est allé, c'est des secondes premières terminales. Et là, on voit des mecs qui mesurent 1m92, 93, on voit des filles qui sont... Ça m'a choqué, des filles qui sont grosses. Grosses, elles ont 16 ans, elles sont grosses, elles sont obèses, parce qu'elles mangent mal, parce qu'elles... Et du coup, les profs nous disaient, mais à l'école, c'est des enfants qui ont un repas par jour, souvent. Ils ne mangent pas le matin chez eux, ils ne mangent pas le soir, parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc ils ont un repas à midi, qui doit être un repas un peu subventionné. Et puis il y a d'autres enfants qui, le 20 du mois, n'ont plus rien à manger, parce que les familles n'ont plus d'argent. Et ça, je me dis, mais c'est dur. Hein. C'est-à-dire comment un homme politique, qui est le père de la nation, il ne peut pas être un arbre, un pommier, il va nourrir jusqu'au bout de ses branches. Pouf, la pomme, elle tombe, l'homme la ramasse, bon, elle est un peu abîmée. C'est les vers, les moustiques, les mouches, les champignons microscopiques qui vont manger la pomme. Mais l'arbre, il nourrit tout autour, il nourrit autour de lui. Et on se dit, mais comment ces gens-là, comment ils peuvent ne pas avoir honte de regarder ce lumpenprolétariat, parce que c'est un lumpenprolétariat qui, avant le lumpenprolétariat, avait des petits boulots. Hein. Je me rappelle, j'allais en Turquie, les mecs, ils étaient dans la rue, ils vendaient un lacet ou une cigarette. Aujourd'hui, on peut même plus vendre un lacet ou une cigarette. Aujourd'hui, on a soit un peu de travail qui paye. Je parle pas des gens, je parle même pas de moi je n'ai pas à me plaindre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pas ça et du coup, mon espérance, je la place ailleurs. Je suis content de travailler avec eux. Ça va transformer mon travail. C'est pas les conditions que j'aurais souhaité de me dire je refais la même chose avec des petits enfants de CM2 où c'était super, c'était pas facile. Hein, quand on en a 30 et qu'on a 22 heures ou 21 heures pour faire un spectacle d'1 heure, ça demande du travail. Et puis c'est aussi, c'est dans la rencontre avec ces jeunes-là, c'est l'apprentissage d'une rigueur, d'une discipline, de leur faire entendre des mots qu'ils n'ont jamais entendus, de leur dire, mais tu vois comment tu parles tout d'allure, toi? Je dis, j'ai pas compris. Ah mais je comprends pas. Ouvre la bouche. Ah non mais je comprends pas. Leur faire travailler sur la langue, leur apprendre, de leur dire que le langage, c'est avant, moi j'aurais dit, il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit la langue, la poésie c'est une arme. Mais non, c'est pas une arme. Ce sont des fleurs. Ce sont le summum, l'aspiration qu'on devrait avoir. Les fleurs et les papillons sont apparus, je sais pas, j'avais lu ça peut-être il y a 150 millions d'années. Avant, il y avait des arbres, il y avait de l'herbe, il y avait des tas de trucs. Mais il y a eu l'apparition, 150 millions d'années, peut-être moins, peut-être un peu plus, de ces choses qui ne servent à rien. Parce qu'on ne mange pas des fleurs. Les vaches, peut-être. Puis encore, si on donnait que des fleurs à une vache, à un moment donné, peut-être qu'elle serait malade. Il y a les abeilles. Oui, les abeilles, vous voyez. C'est un être subtil, l'abeille. Hein, Et à propos d'abeilles, là, je ressaisis l'occasion. Est-ce que toi, par rapport à ces jeunes-là, tu penses qu'un jour, non, on va bientôt donner la parole à la salle, mais est-ce que tu penses que peut-être, avec un peu d'espérance, ces jeunes s'ouvriront au théâtre avec ce que tu fais? Tu as cette espérance-là? Tu parlais d'éducation populaire tout à l'heure. Oui, je rencontre Là, on était à Paris, j'ai rencontré des gens qui ont 35 ans, 40 ans, qui ont commencé le théâtre quand ils avaient 13-14 ans avec nous. Est-ce que c'est ça le sens de ton action aussi, en partie, avec Dominique? Moi, je sais pas, on le fait, on retransmet, et je suis surpris quand je retrouve un jeune qui me dit vous avez bouleversé ma vie avec Paradis sur Terre ou avec je sais pas quoi, ça m'a changé ma manière de voir le monde. Ce sont des graines, c'est pas moi je fais rien, moi je fais ce que je dois faire. Dans les évangiles, il est écrit qu'on ne doit pas être fier de ce qu'on fait. Un chef d'orchestre qui sort, un grand chef d'orchestre qui va faire comme ça une grande chanteuse, il leur a été donné un don par qui vous voulez, peu importe. Mais c'est pas eux qui l'ont, c'est quelqu'un qui a. C'est pour ça que je pense de se dire je fais du théâtre avec des gens pour qu'ils soient tous comédiens et ainsi de suite. Ça c'est du vent, c'est pas vrai. C'est un bon
ça peut être un bon comédien, mais ça peut être un bon boulanger, un bon plombier, un bon ingénieur, mais ça peut être un bonhomme ou une bonne femme qui va bonifier et transformer le monde. Là, oui, je crois que parce que tout, même quand on lit, l'autre jour, je voyais les astrophysiciens qui ont découvert, qui peuvent prouver que l'univers est infini. Moi, quand je lis la Genèse dans l'Ancien Testament, c'est les Juifs, c'est donc eux qui ont travaillé là-dessus, et ça venait certainement d'ailleurs, ça venait de plus loin même. C'est une culture qui est transmise. Ben, eux, ils écrivent que l'univers est infini, ils décrivent la création du monde. Alors, ça se fait pas en un jour, on a une métaphore poétique, mais ils le décrivent, c'est le bordel, il y a tout d'un coup un truc, et puis on sépare la lumière, et puis il y a les étoiles qui se fabriquent, et puis ensuite sur les étoiles, bon, ils parlent de la Terre à ce moment-là, il y a les animaux, il y a l'eau qui se met en ordre, il y a les plantes, puis pof, il y a l'homme qui arrive. C'est un petit peu le processus qui s'est passé, d'ailleurs les astrophysiciens, et des astrophysiciens très croyants, ça remet rien en question. C'est-à-dire que poétiquement, l'homme, il a tout inventé. Quand on regarde, je demandais à comment s'appellent les gens qui vont dans les grottes et Spéléologues. Non, les scientifiques qui font l'étude. Oui, les anthropologues. Et je leur disais, mais est-ce que vous pensez qu'un homme, ce qu'on appelle un homme des cavernes et un homme d'aujourd'hui, l'intelligence a bougé? Ils me disaient non, c'est la même. Je dis ah bon, et moi je suis persuadé de ça. Et c'est juste, et je lui disais, mais pourquoi vous pouvez affirmer ça? Il dit, parce que le geste de la main, il est pareil. Le geste de peindre un mammouth. Si tu en es d'accord, Claude, maintenant on va donner la parole à la salle, voilà. Ça te va? Oui, c'est très passionnant, mais pour qu'on ait un petit moment comme ça avec la salle, hein. Donc écoutez, par rapport à ce qu'a dit Claude... Mais juste c'était pour dire que sans aller dans la Bible, mais encore, si on va dans le Mahabharata, si on va dans les textes sacrés, si on va dans le sacré des aborigènes, si on va dans le sacré des gens qui sont en Amazonie, ainsi de suite, on retrouve les mêmes racines, on retrouve les mêmes... Mais sans aller jusque-là, si on écoute les poètes, Euripide, Sophocle, ils ont écrit Antigone qui dit non à un moment donné, c'est la petite fille, c'est Jeanne d'Arc qui à un moment donné dit non, c'est la petite fille qui vient de Suède et qui traverse les océans pour dire, à l'âge, je ne sais pas quel âge elle a 14 ans. 16. Elle a 16 ans maintenant, pour dire à 16 ans, mais vous savez, je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan, et pour donner, et pour dire à ces personnes qui sont des arbres qui devraient être nutritifs, pour leur dire, vous ne faites rien. Ce que je veux dire, c'est que les poètes, dans la culture, dans la peinture, ils ont tout écrit. C'est la même chose qui se reproduit. Et on devrait prendre ces racines dans ce qui a été écrit et enseigner comme ça, et pas pour dire, oui, mais là, il faut que ça rime, ou là, tu répètes 2 fois le même mot. Sur le fond, quoi. Les fonds des choses. C'est ce que racontent les choses. C'est ça. C'est ce que racontent. J'ai le rôle ingrat d'arrêter le poète. Hein, c'est pour dire, parce que j'avais commencé difficile, parce que du coup, je passe pour un peu, on est sous le charme, etc. Mais voilà. Donc, si vous voulez bien dire oui. Moi, je veux bien réagir, peut-être pas vivement, mais avec conviction. Je m'appelle Marie-Jeanne Segal, vous vous rappelez peut-être de Gérard Segal, je vais vous parler du milieu du cinéma. Oui, il faisait du cinéma, oui, je me rappelle bien de lui. Et là, je voulais vous dire, vous êtes, vous avez une vue un peu pessimiste, on va dire. Je suis très optimiste. Ah bon, ben tant mieux. Mais regardez, quand on regarde par exemple le cinéma, il n'y a jamais eu autant de création de films par des femmes, par des hommes, enfin, extraordinaire. Alors si vous n'allez pas au cinéma, je vous conseille d'y aller parce que c'est l'espoir de demain, ça. C'est des gens qui ont à dire, justement, sur ce qu'ils vivent, ce qui se vit. Là, vous avez un film qui sort, il faut encore aller voir sur une Algérienne qui parle de son histoire. Enfin, c'est passionnant, ça, le cinéma. Enfin, le cinéma ou le théâtre peut intégrer aussi. Alors moi, dans la culture, j'y vois cette ouverture-là, cette communication-là, en sachant, parce que je connais à l'époque, que les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai que les techniques ont évolué, qu'on est dépassé par toute la technique, etc. Mais ça n'empêche pas la création. Parce que la culture, il faut avoir quelque chose à dire et à communiquer, à échanger. Moi, la culture, pour moi, c'est un échange. C'est pas du tout un... Bien sûr, elle s'enracine, vous en avez des profondes, nous aussi. On a cette chance. Mais il ne faut pas oublier que derrière nous, avec nous, on est dans une société qui est mélangée.
Et ne serait-ce qu'avec l'islam, il y a des juifs, ça c'est rien à intégrer. Il faut intégrer l'islam et sa culture, qui n'est pas la nôtre. Parce que dernièrement, je fais de l'accompagnement scolaire ici, et une petite qui m'expliquait en collant des images, etc. Elle avait une vignette à coller sur les premiers hommes, parce que c'était une chronologie, enfin bref. Et elle me dit, d'emblée, je ne la connaissais pas, tu vois, nous, on ne pense pas comme vous. Nous, l'homme, il ne descend pas du singe. Et ça en dit long sur la communication. Mais moi, je suis persuadé qu'on ne descend pas du singe. Hein. Oui, ben justement, mais dans la culture. Qu'il y ait une filiation, certainement. Non, mais c'est pour dire qu'il faut tenir compte dans notre réalité de cette dimension. Voilà, on partage tous. Alors après, bon, c'est pas une question de tort ou raison, c'est qu'il faut prendre conscience. Et vous qui connaissez bien le cinéma, est-ce que d'après vous et de là où vous êtes, le cinéma, ça peut transformer une personne, ça peut le permettre de s'ouvrir au monde ou... Bien sûr, mais enfin, je sais pas, moi j'ai plein de gens qui vont quand même au cinéma, qui pratiquent cette culture, enfin, pas plus qui aiment aussi le cinéma, mais le cinéma c'est un outil. Alors, bien sûr, il y a la technique, mais il y a l'échange, et c'est ça, moi, ce que je retiens dans la culture pour rester optimiste, c'est que tant qu'on pourra échanger, se dire des choses, les montrer, esthétiquement parlant, ça peut être très beau, ça peut être effectivement, il y a des bons films et des mauvais films, ça c'est sûr. Mais c'est important de croire quand même en ça. Et le côté, oui, c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui ont profité du système, il y en a encore qui profitent du système de la culture. On sait bien que, voilà, mais voilà, je me donnais un petit... D'accord. Mais moi, j'ai pas voulu dire un truc désespéré. Hein. Non, mais on sent quand même, oui, en passé, c'est Pardon, non, j'ai pas de regret parce que je suis à l'endroit où je suis. Moi, j'ai pas peur qu'un jour un régime totalitaire arrive ici, parce qu'il va venir le régime totalitaire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a parce qu'il y a plein de misère en France. Mais je suis pas pessimiste. C'est qu'à un moment donné, quand un corps il est malade, il faut que sa maladie elle sorte. Mais non, c'est le corps humain. Il fonctionne exactement comme le corps social, il fonctionne comme le corps humain, comme le corps de l'univers. Il y a des moments, il y a des planètes qui vont se scratcher, il y a des planètes qui meurent. Et alors nous, pour l'instant, on a de la chance de pas être, qu'on soit pas fait rentrer dedans. Vous savez, on dit pour la planète, il faut sauver la planète. La planète, elle s'en fout. Elle a une manière de vivre, elle a une intelligence, elle vit depuis des milliards d'années. C'est nous qui nous tuons. Pardon? Allez-y, madame. Allez-y. Aussi aider, bien sûr. Mais c'est pas elle qu'on va aider, c'est nous on doit s'aider nous. Oui, la planète en elle-même. Mais c'est nous qui sommes en danger, c'est pas la planète. La planète, elle aura plus de chats, elle aura plus de chiens, elle recréera des dinosaures ou des êtres différents. C'est le point de vue de Claude. Mais ce que je veux dire, c'est pas pessimiste. Ouais. Pour moi, la culture, c'est d'abord un échange. L'échange. Une communication qui a eu ses époques. D'accord. Je connais très bien. Oui. Oui. Mais pour moi, la limite, c'est vraiment cet échange. Et on sent que ça naît, même dans les créations de théâtre, il y a des choses extraordinaires. Et l'échange, il se produit à quel moment, du coup, pour vous? Dans la communication de l'émotion, de ce que l'on... Quand on échange sur l'émotion qu'on a eue, par exemple, sur un film ou témoigner de ce qui se passe, ou de dire ses sentiments, c'est à ce niveau-là. Vous parlez des réalisateurs ou plutôt... Au niveau des réalisations de cinéma, mais aussi de théâtre. D'accord. Il y a des spectacles de danse. Moi, je ne suis pas une fan de la danse, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est... Voilà. Mais ça a évolué. C'est vrai que la technique et tout ça, c'est vrai que, bon, il y a plein de choses à... Ok. Ce que vous dites, c'est que la technique a évolué, mais au fond, l'esprit, il est toujours présent. Il y a toujours beaucoup de jeunes qui... Le problème, c'est de ne rien avoir à dire. D'accord. Il y a beaucoup de choses où on n'a rien à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et après, il faut trouver la façon de les dire, tout ça. Mais c'est intéressant de pouvoir dire des choses. D'accord. À travers d'autres choses que le langage. Allez-y, hein, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, on peut échanger. Je trouve que la difficulté, c'est d'arriver à une culture, oui. qu'elle soit accessible à tous. Oui, c'est une difficulté, ça. Bien sûr. Moi aussi, je suis issue d'un milieu ouvrier. Oui. Et donc, je me suis ouvert à la culture en arrivant à Annecy, en fait, quasiment. Et je trouve que quand on n'a pas l'enracinement dès l'enfance, oui.
pour atteindre... c'est un effort important à faire. D'accord. Et on n'est pas tous égaux. Et puisqu'on parle des vécus, comment, si vous voulez partager, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous ouvrir à la culture d'une certaine manière? Grâce à qui? Il y a eu un mentor ou c'est votre propre... C'était la curiosité. C'est ça. Voilà. Ouais. Curiosité, puis... C'est la curiosité, c'est important. C'est important. Ouais. Et puis voilà, de faire envie après pour les spectacles, au ciné, Et vous arrivez à différencier quand on parlait de consommation, parce que finalement, cinéma, on peut parler aussi de produits culturels, de certains films. Comment? Oui, c'est ça, qui permettent de se distraire. Et élaguer un peu nos vocabulaires. Oui. Ce serait peut-être intéressant. D'accord. Ce que je trouve un peu frustrant, en fait, c'est qu'effectivement, on va avoir une œuvre qu'un metteur en scène, un réalisateur va mettre une année à construire, à inventer, voire plus. Et on va le consommer en une soirée, et après. Moi, je me dis, et après. Ouais. Il faudrait presque écrire son ressenti. Enfin, on en parle entre nous, mais... Vous voulez dire que ça s'élabore pas forcément et qu'on oublie si on va... Ouais, c'est ça. On oublie et on oublie. Il y a des spectacles qu'on n'oublie pas. Oui, c'est ça. Voilà. Il y en a certains, effectivement, qu'on consomme. Et ça, il y a ici des spectacles, par exemple, que vous avez vécu moi, et... Je mettrais le parallèle avec... la consommation culinaire, quand on va dans un grand restaurant, il y a des gens qui, entre guillemets, qui gobent, qui mangent sans apprécier ou sans se rendre compte des saveurs, etc. Et d'autres qui vont arriver à trouver l'épice qui a été ajoutée, l'arôme, enfin tout voilà, parce que la personne a mis peut-être la recette qu'il a mis il y a peut-être 3 ans à inventer. C'est vrai, moi je trouve que la métaphore de la nourriture est très intéressante et je reviendrai sur ce que vous disiez par rapport à l'obésité des jeunes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des gens obèses de la culture? Oh bah oui, il y en a beaucoup. Et au final, je me dis, finalement, ça sert à quoi tout ça? Obèse de la culture, ça veut dire qu'ils consomment et surconsomment? Ils se gavent. Ils se gavent. Qu'est-ce que ça sert à quoi d'avoir lu... oui, mais quel intérêt d'avoir... Enfin, moi, je suis peut-être très naïve, mais je me dis, finalement, est-ce que ça change le monde? Et ça me désespère parfois. Non, je te rejoins dans ce sens que pour moi, j'y réfléchis avec tout ce que vous venez de développer. Je pense, et notre souci ici, puisque moi je préside l'association des Carrés, Jocelyne s'occupe de la vie culturelle de nos adhérents, de tous les gens qui traversent cette structure depuis des années. Elle la nourrit avec ses projets, et je crois que ce qu'on veut proposer, mais pour moi la culture c'est tellement vaste comme terme, ça recouvre tellement de notions, et pour moi la culture c'est on se cultive, mais on commence par soi-même pour partager, transmettre. Et je pense que être cultivé, c'est pas entasser les livres, on va les lire, c'est pas se gaver. Il y a la mode, il y a eu un prix. C'est déjà avoir des clés de compréhension de comment le monde va. On est dans une famille, on est dans un cercle social, on est dans sa commune, etc. Et après on peut élargir comme ça, mais au fur et à mesure où on acquiert des connaissances. Mais des connaissances pas pour être riche de connaissances, des connaissances pour comprendre comment fonctionne l'endroit où on va. Et ça commence dès la toute petite enfance. Et nous, on a à cœur de travailler dans ce sens-là. De développer ce discernement. Mais oui, parce que c'est ça qui est très important. Et effectivement, tant que une frange de la société, en commençant dès la toute petite enfance, ne maîtrise pas des clés de compréhension, après on peut faire des petits... Oui, on leur apprend, à l'école, on leur apprend déjà pas à lire. La plupart des enfants, ils ne savent pas lire. Pas que des enfants, même des adultes, ils sont incapables de lire. Et comment vous arrivez à développer des... Comment vous arrivez Ils ne savent pas lire. Ils ne comprennent pas, parce que lire, ici, il faut établir B.A.B.A. Non mais... Comment vous arrivez à développer des clés de compréhension ici? C'est intéressant ça.
avec quel... tout ce qui est mis en place, c'est vraiment, on reste très très humble Oui. avec ce qui est fait, mais justement c'est en mettant à la portée déjà des enfants, puisque ça commence depuis et bien placé pour Oui, non, mais c'est vrai Oui. que c'est là la clé de... D'accord. c'est de... Mais comment vous procédez du coup? Parce que c'est... C'est un accompagnement. D'accord. C'est un accompagnement. de le faire comprendre des œuvres d'art, des choses comme ça? Non, mais ça se présente. Mais on n'y Vous arrive pas parliez mieux que les des autres. textes anciens. Non, mais c'est important de Les enfants, savoir. par exemple, Oui, chaque année c'est la même chose, ils connaissent l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Ils connaissent mais Charlemagne sur le même temps. Enfin, vous voyez, c'est y a Ouais. pas de... Mais ils connaissent. Alors, il faut s'appuyer sur ce qu'ils connaissent. Et d'accord. Ulysse, machin, moi je fais la Bibliothèque, Pénélope. Mais on peut communiquer quand même à Ouais. partir de ça. Puis après, petit à petit, essayer de Entrer plus dans le sujet, voilà. mieux Des comprendre. fois, comme tu dis, ça c'est l'arrivage aussi, mais bon, c'est vrai que des fois Non, on ça on laisse sort des traces. content, puis d'autres fois on se dit oh là là, je sais pas pourquoi j'ai passé. Je Non, dis moi, pas je que suis ça très sert à optimiste. rien, mais moi je Moi, suis je crois parfois qu'il y a des choses. désespérée de voir qu'il y a une communication qui est juste pas possible. On n'a pas les mêmes Mais codes. parce qu'on on n'a est- pas les mêmes codes, on c'est est, tout. Oui, mais Et qu'on n'est pas d'accord. abreuvé de Je la sais même pas, manière. mais On Avec n'est les jeunes. Moi, je pense que c'est parce qu'on ne reçoit tout le pas monde. les choses de la même manière, on n'y met pas la même importance, ou les mêmes sous-entendus, quoi, ce qu'on veut, parce qu'il y a aussi ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut comprendre. Je crois que c'est ça aussi qui est essentiel, et c'est très compliqué, hein, il faut rester... Ouais, mais vous avez vu les jeunes, enfin les jeunes, ou pas que les jeunes, c'est on est tous avec notre machin là comme ça, on est sur des... Parce que moi quand je parlais de l'obésité, je parle pas que du public, je parle de l'obésité de ceux qui font du cinéma, hein, ou de ceux qui font du théâtre, ou ceux qui font de la culture, ceux qui sont obèses à la télévision quand ils nous parlent de leurs œuvres, ceux qui sont obèses avec leur orgueil à vouloir parler de gens qui traversent la Méditerranée, à faire une exposition d'un bateau repêché dans la mer pour dire c'est là-dessus qu'il y a eu 300 personnes qui sont mortes. Ah oui, c'est ça. Et ce sont des œuvres artistiques, c'est ça pour moi l'obésité. Et tous ces téléphones qu'on donne à des enfants qui ont 6 mois, qui sont dans leur berceau, qui regardent déjà des trucs comme ça, et qui sont les futurs consommateurs de la suite et de l'anéantissement de la culture. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on sait lire gna 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 gna, mais on écoute un enfant qui lit, ou même un adulte, on comprend rien à ce qu'il dit, il sait pas où est une virgule, il sait pas où est un point, le sens est absent, et ça par contre, ça crée le consommateur idéal, ça crée le consommateur idéal qui va suivre, qui suit ce qu'on lui demande de suivre, et qui, pas parce que, et il faut à un moment donné... entre guillemets, c'est pas pessimiste. Moi, je suis pas un pessimiste. Je suis optimiste. Je suis croyant. Je crois en l'homme. Je crois en Dieu. J'ai de l'espérance. Mais il y a un moment donné, il faut toujours que ça fasse mal pour que tout d'un coup on fasse comme ça. Oui, mais de toute façon, la technique, les modernes, il faudra faire avec. Mais c'est pas grave, la technique, elle est ce qu'elle est. Après, Moi, ça me gêne pas, la technique. Mais c'est pas un problème de technique. Mais ils ont d'autres choses. Hein. Voilà. Oui, ils sont plus. Je trouve qu'on Allez-y, s'éloigne. allez-y, on y va. Je trouve qu'on s'éloigne un Allez-y. peu parce que moi je pensais aussi, il y a des propos là où j'adhère complètement sur les clés de compréhension, etc. Mais on parle ni du rêve, ni de la sensibilité, de l'émotion. C'est ça. Et je pense que la culture, c'est aussi une ouverture sur le rêve. Et on se construit avec le rêve. On rêve par procuration quand on lit un livre. Je pense aussi qu'on rêve quand on écoute une pièce de théâtre ou quand on va au cinéma ou qu'on voit des danseurs. Et là, on s'élève. On s'élève, on rêve, on s'élève. Et après, on voit bien ce qu'on en fait. Mais on n'est pas toujours obligé intellectuellement d'analyser ce qu'on va aller voir. Ouais, je comprends. Ah oui, non. On le ressent, puis après, on voit. C'est ça. Moi, j'ai un petit-fils qui lit parfaitement bien, qui a 9 ans. Je vous assure, il est dans une sensibilité de gamin où il se pose plein de questions. Alors, est-ce que ça peut être vrai, ça peut pas être vrai? Bon, il est en train de... Il se construit. Et je pense que la culture, ça se construit aussi. Mais avec aussi une part de rêve et d'imaginaire. Moi, j'aime bien le théâtre parce que justement, ça me fait rêver. Puis je me dis, mais
mais c'est pas vrai, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Oh, mais ce décor, mais comment ils en ont eu l'idée? Mais comment ils arrivent à nous faire pleurer, rire, sourire? Voilà, c'est ça aussi Alors bon, c'est de l'échange, mais je trouve qu'on parle pas assez, on est en train de politiser le truc, là, parce qu'on est tous avec des regrets, Non, pas tous, puisqu'il y en a qui non, pas tous. On n'a pas beaucoup de jeunes, là. Quand même, Si, déjà. moi je suis arrivée sur Annecy Oui. en 98. Je venais de la région parisienne, Val-de-Marne, bien rouge, où il y avait de l'argent pour la culture et pour les spectacles et tout ça. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh dis donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a vachement de choses qui sont faites dans les écoles, Oui. tous les parcours culturels et tout ça. Et j'ai fini ma carrière là, et je me dis, mais ça donne quoi tous ces parcours? Les enfants font depuis des années. Est-ce que vraiment on a ciblé les résultats? Est-ce qu'on a analysé les résultats? Est-ce que ça fait des spectateurs qui ne sont pas que des consommateurs, hein? Parce qu'on sait très bien, il y avait des tas d'enseignants qui emmenaient les enfants, mais derrière, on ne discutait pas, on ne présentait pas le spectacle, on ne discutait pas après. Donc quel était l'intérêt, à part de consommer, hein? Donc c'est aussi, on parlait de code, mais c'est aussi quand on va au spectacle, donner des codes. Moi je me rappelle du spectacle décentralisé, j'ai oublié le nom, les compteurs et tout, mais il y avait un compteur qui venait autour d'une soupe. Il venait dans les quartiers, il est venu dans les quartiers sud. C'était Né sous une bonne étoile. Voilà. Hein. Mais là, il y avait eu un impact sur les gamins, entre autres sur les gamins d'aide aux devoirs, hein, qu'on avait et qu'on essaie justement d'amener à découvrir d'autres choses que le cercle restreint de leur connaissance. Et mais ce souvenir-là, ils en parlaient des mois, des années après. Parce qu'on avait été au plus près d'eux, parce qu'ils avaient été imprégnés de ça, et ça avait été vraiment, et parce qu'on en avait discuté, et avant, et après, et que à chaque fois qu'ils rebondissaient, on saisissait l'opportunité de développer, quoi. Mais de toute façon, il y a toujours des rencontres. Vous citiez cette rencontre avec Coex. Bon, ben c'est vrai qu'il y a des rencontres où quand on dit on ne sait pas ce que ça a donné, il y a des moments où on ne sait pas effectivement l'impact que ça a eu sur la. On ne sait pas l'arbre, les fruits. Ça peut porter des fruits, Bien sûr. enfant-là, Bien sûr. telle et telle personne. Bien sûr. Vous savez, Et quand en on fait, travaille c'est dans les écoles, moi je travaille beaucoup sur la lecture parce que c'est très bien. Je trouve si votre petit-fils il sait lire, c'est super parce que c'est vraiment une des bases qui nous permet aussi d'entrer dans le rêve. Évidemment qu'on n'a pas parlé de rêve. Moi, je n'ai pas fait une discussion pour parler de politique. Je suis en dehors du monde de la politique. Mais c'est vrai que quand on rentre dans les écoles, c'est atterrant de voir comment les enfants ne savent pas lire. Tout d'un coup, on entend quand un enfant sait lire. Une fois, j'étais subjugué, c'était une jeune fille qui me regardait. Elle me regardait, je ne savais pas comment. Elle était grande, elle était noire, elle devait avoir 14 ans, 15 ans, elle avait 3 ans de retard. Et puis à un moment donné, je l'ai fait lire. Elle m'avait regardé pendant 1 heure, 1 heure et quart pendant que je parlais. Et elle avait lu particulièrement très bien. Et l'institut était venu me voir, alors elle avait remis, j'avais dit bravo et tout. Puis tout le monde se moquait un petit peu d'elle parce qu'elle avait, à 15-16 ans, elle avait des nénés, elle avait des fesses, et les autres c'était des gringalets, c'était tous des petits blancs, et elle c'était déjà une petite femme. Et comment? Elle a déjà eu pas de chance. Non, en fait elle était sourde. Et elle me regardait dire les trucs. Elle faisait les virgules, elle faisait les points, et on lisait l'Iliade à l'époque, et j'avais été vraiment étonné d'entendre l'Iliade comme ça. Et puis l'institut m'a dit, mais vous savez, elle est sourde, et elle comprend pas ce qu'elle lit. Donc ensuite, je l'ai appelée, on a discuté un petit peu, j'ai dit, ça veut dire quoi? Tu sais ce que ça veut dire ce mot? Et c'est vrai qu'elle ne savait pas, mais elle était arrivée par sa manière à elle, et sa manière d'incarner la lecture dans ses virgules, dans ses points, dans l'articulation, elle était arrivée à nous donner, à nous, le sens
vous vous rendez compte, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il lit, mais qui arrive à donner à tout le monde le sens. Donc c'est qu'un endroit, la lecture, elle est extrêmement simple. La parole, elle est simple, la parole, elle doit s'articuler, la parole, et quand on a un auteur, c'est pas le respect de l'auteur, mais c'est le respect, et ça, on l'apprend pas. Nous, quand on va dans les écoles travailler, les incites nous disent « Ah, vous êtes trop exigeants ». Alors, ils voudraient de la médiocrité. Mais quand on a fait une semaine de stage avec des enfants, quand on voit un enfant autiste qui au début se cache dans les coins et qui, le soir de la représentation, vient, il a appris son texte avec difficulté, ou qui gère sa nervosité, pas sa nervosité, il gère son truc qui n'arrête pas de bouger, parce qu'il a une bille dans la main et qui met toute l'énergie de son corps dans cette bille, et qu'on voit ça au bout de 2 jours, et que dans l'exigence, c'est pas une exigence juste, on peut s'amuser, moi je m'amuse au théâtre, je rigole avec les gamins, j'ose les toucher comme ça, même si aujourd'hui quand on touche un enfant, les instituts nous regardent, moi je suis pas pédophile, je suis pas pédocriminel. Parce que quand on dit pédophile, ça voudrait dire que les bibliophiles, ils tuent les livres, et ainsi de suite. Mais bon, je ne suis pas un pédocriminel, ça ne m'intéresse pas, les enfants. Mais je me permets de vivre comme ça avec les enfants, parce qu'on a les instituts n'ont plus le droit de ça, les instituts... Moi, quand je branche un enfant, un élève qui... Parce que je lui apprends une discipline, je lui apprends une exigence, et c'est pas que je souhaite qu'il monte là, je ne souhaite pas en faire un acteur de théâtre, je souhaite en faire un acteur de sa vie, qu'il comprenne à un moment donné. Et ce gamin avec sa bille, qui tenait sa bille, comme ça, et qui, pendant 2h30, 3h le matin, il n'avait pas bougé. Alors j'avais fait féliciter par toute la classe, puis il était venu me voir en me disant, monsieur Claude, tu vois, regarde, j'ai une petite bille, et j'ai la bille dans mon doigt, et je mets toute mon énergie dans la bille. Moi, il m'a mis une claque. Moi, ça, à 63 ans, c'est l'année dernière. Donc, mais c'est l'exigence qu'on a. Bien sûr que quand on a les oiseaux d'Aristophane ou quand on a des pièces d'aujourd'hui contemporaines, mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a du rêve, qu'on emporte les gens, on travaille sur leur cœur, sur leurs émotions, c'est pas de travailler que sur le cerveau, mais c'est d'arriver à travers cette culture à avoir cette exigence qui monte les gens, les jeunes, et en tous les cas, les gens et les jeunes qui viennent d'endroits où c'est difficile, où le rapport il est de force, où les familles elles ont explosé, le père, enfin où il y a des situations, et puis on est, moi j'ai rien, la technique c'est la technique, moi j'ai travaillé en technique il y a 20 ans, c'est des choses qui se faisaient pas 30 ans avant, la technique elle évolue, c'est ce que je disais, la science elle s'empile, on fait avec des ordinateurs, des trucs qu'on faisait avant, avec des magnétophones. Mais c'est pas la technique, c'est rien, c'est bien, ça facilite, ça permet de faire les choses différemment. Il faut avoir quelque chose à mais dire. c'est le fond, c'est ce qu'on donne, bien sûr, qu'il y a le rire, il y a les pleurs, il y a tout ça. Moi, dans mes spectacles, on rit, on pleure. Mais ensuite, c'est ce qui nous c'est notre intégrité, c'est l'intégrité de où on est et de ce qu'on donne et de ce qui va ressortir, et après où ça nous échappe, moi ça m'échappe complètement. Est-ce que ça veut dire que les clés de compréhension dont on parlait tout à l'heure, ça passe aussi par ça, par cette école de l'exigence? C'est-à-dire se dire au fond, d'apprendre à mettre, à parler, à lire un texte, à le lire, ça apporte quelque chose aussi par cela même, et pas seulement par... C'est pas de l'ordre de l'intellect, ce que tu dis, en fait. Non, c'est quelque chose qui est de la belle ouvrage, et de creuser, de se dire qu'au fond, c'est comme ce que disait Malraux, c'est-à-dire que c'est pas un loisir, c'est un effort. Oui, mais pour que les enfants soient intéressés à ça, il faut qu'au départ, il y ait une émotion et une envie. C'est ça. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des gamins voir des expos d'art contemporain et vous faire des commentaires alors que c'est des gamins qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée, qui n'avaient pas été spécialement préparés, mais qui étaient capables de voir des tas de choses. Je pense que celui qui a vu un tableau de Basquiat et qui a vu plein de choses dedans, ben, il y retournera au musée, même si on ne lui a rien expliqué avant. C'est ça. Et je crois aussi c'est la tendance Malraux, ça, du coup. Confiance un petit peu. Non, mais il faut faire un petit peu ça. Confiance. Il y a de tout, bien sûr qu'il y a l'aspect, il faut donner les clés, etc. Mais à un moment, quand on voit des enfants qui sont émerveillés devant quelque chose qui peut à nous paraître hermétique, alors qu'on a des clés de compréhension, je trouve que ça c'est merveilleux, et puis que c'est comme ça aussi qu'on va attirer des enfants
Enfin, moi je parle d'enfants, là je parle pas d'adolescents, ça peut arriver à des adolescents aussi, mais des petits-enfants, et c'est comme ça qu'on arrive à leur donner l'envie, parce qu'il faut avoir l'envie pour après avoir envie de creuser. C'est pareil, moi j'ai fait des accompagnements de classe à l'opéra, quand j'étais à Bordeaux, on accompagnait les enfants voir une première à l'opéra. Bon, on était plusieurs parents, on avait une classe. Bon, c'était un peu difficile parce qu'il y en a, ça les barbait un petit peu. Bon, c'était la répétition, bien évidemment. Mais sur une classe, s'il y en avait un qui était touché, mais c'était gagné. On n'y allait pas pour que les 30 continuent à aller à l'opéra. Vous avez dit nous, en fait, être touché, en fait. Ce que vous dites, voilà. c'est que... Et après, on a envie de continuer, mais il faut qu'il y ait un déclencheur. Et moi, je crois que l'école républicaine et tout, il faut qu'elle donne envie, qu'elle donne l'accès à certaines choses, avec les clés après, parce qu'après, il y a un travail avec les enseignants. Mais à la base, s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas l'émerveillement devant une œuvre d'art, les clés, on pourra toujours les donner. Si on va la part de rêve. Le drame de l'enfance et de l'enfant dans notre école, oui. Et Dieu sait si j'y crois, moi, issu de l'école républicaine, mes enfants aussi, mais je veux dire, ce qui est effarant, et je l'entendais encore à la radio ce matin, une émission très très intéressante, on est dans le rendement, l'évaluation. Ah non, mais je ne parle pas du problème de l'éducation nationale. Non, mais si, ça rejoint ce mais c'est terrible. Non, mais c'est les étincelles de la petite enfance. Les étincelles, un enfant qui dessine, dès qu'on lui met une règle, un compas dans les mains, c'est foutu. Il faut que ça rentre dans des cases, des trucs à carreaux, un petit carreau, un grand carreau. Je trouve qu'il y a... Non, mais je veux dire, je ne veux pas rentrer dans le débat et faire... Si, on peut débattre. Il faut y croire, et c'est quand même quelque chose qui fonctionne chez nous. Mais je veux dire, il y a cette part-là, c'est ça qui me fait réagir très fortement, c'est que c'est dommage, quoi. Il y a une part d'innocence, même d'innovation. Moi, j'ai des petites filles qui sont encore toutes petites, mais quand je les écoute, quand elles découvrent quelque chose, mais je réapprends complètement avec elles, et j'ai une nouvelle vision, une nouvelle lecture des choses. Mais comment faire que dans notre société, qui veut un monde rapide, exigeant, bourré de statistiques, tout le monde doit rendre des comptes tout le temps, des normes et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et la culture, elle s'imbrique comment là-dedans? Enfin, je veux dire, c'est... Alors, est-ce qu'il n'y a pas, ce que disait madame, la confiance dans le fait que si les personnes sont en contact avec des œuvres d'art, des nouveaux films, des œuvres de Basquiat, contemporains, etc., ils trouvent les ressources par eux-mêmes aussi? Oui, même en pratiquant peut-être aussi. Alors, en pratiquant aussi? En travaillant en adhère, en se mettant, en étant en contact, c'est vraiment être en contact avec... Mais c'est combien sur combien aussi? Oui. En pratiquant... C'est ça. En pratiquant avec tes mains, avec l'auteur et avec... C'est ça. Donc les deux courants se rejoignent d'une certaine manière. C'est-à-dire que le courant d'éducation populaire qui disait il faut pratiquer, il faut être en contact, il faut vivre, et le courant porté par André Malraux notamment qui disait il faut mettre à disposition, il faut que les personnes soient au contact des œuvres d'art. Ça aussi c'est quelque chose qui est important. Bah oui, il a aidé Dasté, il a aidé comment il s'appelle, Gaby Monet, qui a eu la première maison de la culture en France, donc qui étaient des gens qui venaient de l'éducation populaire. Et ces gens-là, ils sont arrivés, il y a des très belles photos autour des spectacles de Jean Dasté. Je ne sais plus comment il s'appelle, le photographe Lito, je crois qu'il est mort l'année dernière. On voit, les gens, ils sont comme ça. Ils voient des ovnis. C'est la première fois que le théâtre arrive dans leur campagne. À l'époque, il n'y avait pas de théâtre comme à Annecy, il y avait des théâtres municipaux qui faisaient venir des gens de Paris, qui jouaient les mêmes choses partout. Et ces gens-là, ils ont apporté Shakespeare, ils ont apporté Molière, ils ont commencé par les œuvres de base. Ils ont apporté le théâtre de texte, et ensuite, après, le théâtre, ils ont apporté du théâtre contemporain. Mais quand on voit les photos de ces... On a l'impression qu'ils voient des martiens, ils voient la lumière. Ils ont des yeux comme ça, des paysans, et c'est... Bien sûr qu'il faut. Dans les écoles, parce que je ne veux pas faire le procès d'éducation nationale, on ne veut pas l'aborder, mais dans les écoles... C'est pas le sujet, on en fera un autre. Des groupes de théâtre, oui. Un petit voisin qui me dit tu viens me voir, hein, parce que moi je joue, parce qu'il est un peu comédien, mais c'est bien. Et il trouve dans son école, dans un petit village de perdu de la Haute-Savoie, de quoi exprimer. Alors, tous ne sont pas comme ça, mais lui au moins, il ne peut pas dire qu'on ne donne pas les moyens. Ouais.
après... On a peu parlé finalement de la consommation, le troisième terme de notre débat là. Qu'est-ce que ça... Je pensais que c'était le cœur du sujet. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, monsieur. Non, moi je pensais que c'était le cœur. On en a parlé avec l'obésité. Oui, d'accord. L'obésité culturelle, ce que disait Jocelyne, qui est de se goinfrer de culture, de se gaver. Il y a quand même deux choses. Oui. De regarder une peinture Oui. et la faire. Oui. On parlait de théâtre, Oui. de lire. Donc c'est un acte. Oui. Je ne vois pas comment un acte sans apprentissage, sans accompagnement Oui. et sans travail Oui. peut arriver à quelque chose. D'accord. Vous voulez dire Contempler quelque chose, c'est une relation qui est d'expérience, Oui. bien sûr, mais qui est d'une autre nature. qui n'est pas aussi profonde, vous voulez dire? C'est une autre nature. C'est ça, c'est autre chose. Il y a faire et il y a regarder. C'est ça, tout à fait. Ouais. Regarder, ressentir. Et ressentir. Ressentir, si on peut ressentir, on n'est pas obligé de ressentir partout. Hein. Il disait que... Il y a des choses que je vois, moi, Picasso, je ne ressens rien du tout. Oui. Voilà, c'est chacun. C'est chacun. Par contre, j'ai vu une œuvre, Oui. j'ai vu une œuvre que j'avais lue avant de poser, Oui. m'aider. Ouais. Je l'ai vue après, présentée par vous, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. J'ai eu, dans l'intérieur, deux visions différentes. Je me suis ouvert à moi-même, pas aux autres, à moi-même. D'accord. Donc, Ça a été... C'est une démarche purement individuelle. Pour moi, oui, c'est une démarche individuelle. Oui. Mais qui fait communauté. Quand on va à Épidore, c'était un haut lieu de la médecine. On soignait le foie, on soignait les pieds, les rhumatismes et ainsi de suite. Et puis on soignait l'être par le théâtre. Donc il y avait ces énormes, je crois qu'il fait 12 000 places, quelque chose comme ça. C'est un des plus intacts actuellement. Voilà. Et donc ça faisait société, ça créait un collectif, ça créait un groupe humain qui venait écouter la parole d'un acteur, de deux acteurs, de trois acteurs, où ça rentre personnellement en une personne, en vous, mais où on est 500, on est 100, on est 50, mais ça rentre et ça fait, on reparle de... J'ai été à Épidore pour une pièce dite en grec. Ouais. Je ne connais pas le grec, mais j'étais dans la pièce. Ah ben Parce oui. qu'il y avait des jeux d'acteurs, des intonations, et toute la population autour de moi. D'accord. Et ça vous a touché comme Médée ou... Ah non. Non. C'était... Mais Vous êtes c'est plus une dans... culture. Vous étiez plus C'est comme dans si le... j'avais lu un livre, C'est ça. et que le lendemain j'avais vu un autre livre. C'est ça. Ou comme si vous aviez vu une œuvre comme ça, comme juste la contempler et pas y participer. En Grèce, Non, vous parliez de la peinture tout à l'heure, à propos de non. Picasso. C'est en Grèce. Si j'ai pu le suivre, c'est parce que j'avais lu beaucoup de livres de Jacques D'accord. Lacarrière, etc. Et D'accord. que j'avais été imprégné par cette D'accord. culture. Sinon, je pense que je me serais levé pour partir. D'accord. Oui, mais des fois, quand l'incarnation est là, Et, moi j'ai vu des là, pièces là. russes, au début je faisais comme ça, je lisais, puis au bout d'une demi-heure, je me disais, mais arrête de lire et regarde les jouer. Et pendant, je me rappelle, c'était les trois frères, je crois, ou les frères, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années en arrière à Bonlieu, et ils parlaient russe, je comprenais rien, je savais pas quelle était l'histoire, mais j'étais juste... Subjugué? Non, j'étais avec eux dans la pièce, j'étais en fait dans le chant de la langue. J'étais dans le chant de la langue. Le théâtre, c'est un endroit c'est pas un endroit où on essaye de parler comme on parle dans la vie. C'est un autre endroit, c'est une messe, pas à voir avec la messe catholique, je m'y remets bien souvent, mais c'est un endroit sacré, c'est un endroit où il se passe un truc où toutes les émotions viennent à fleur de peau, et ensuite quand on peut se prendre du plaisir, mais après quand on est vraiment dans les grands textes des génies, là on est emporté. Moi des fois j'ai été emporté ailleurs, bien loin, bien, mais parce qu'à un moment donné on m'a donné des clés. C'est parce que si j'ai pas les clés, c'est-à-dire C'est un petit peu comme le touriste qui va visiter un musée où il n'a pas les clés du tout, il passe et il lit vite, et puis ça se marque pas, et il est passé ou à tout côté. d'un coup il va voir, Il se gave là, ou tout d'un coup, moi j'avais vu Vous appelez les clés. Tout le monde en parle. Allez, Bon, non. c'est les clés du paradis, bien sûr. Mais en dehors de ça, moi, je vois pas ce que c'est. les clés. regardez si à part l'expérience de voir. non, mais si moi je vous dis pas que le A
A, B, C, D, si j'apprends pas l'alphabet, si je vous dis que U et N, bah, c'est une clé. Ah, bien sûr. Pour lire, même plus qu'une clé. pour lire Homère, ben voilà, non mais Une base. c'est des, oui mais c'est des clés de compréhension, c'est des clés. Comme pour l'art moderne, on peut ne pas le comprendre ou ne pas y être sensible. Je pense que même si j'avais des clés, elle ne m'ouvrirait pas grand-chose. Vous n'en avez pas eu de clés, c'est ça? Si vous voulez, mais ça... Non, je sais pas, vous disiez même si j'ai pas eu de clés. Non, et j'en ai cherché. Oui, je comprends. Même en essayant de oui. reproduire. Oui, mais une clé, ça ouvre pas une porte d'une certaine manière, au fond, ce qui est Surtout dit. qu'une clé, pour moi, je ne vois pas ce que c'est. Oui. On parlait de Jacques Lacarrière, c'est une clé aussi. Dans ce cas-là, c'est l'expérience, c'est la lecture, mais c'est pas une clé. Et en fait... Une clé, on a l'impression qu'on peut apporter de l'un à l'autre. Non. Ah. Non, c'est qu'on ouvre une porte. Moi, on m'a ouvert des portes. Jacques Lacarrière, personne ne m'a apporté rien d'autre que la lecture que j'ai faite de Jacques Lacarrière. C'est Jacques Lacarrière qui vous a ouvert à... Non, il n'a pas rien ouvert, c'est moi qui ai ouvert. Avec la clé. Avec la clé. Avec son livre. Non, mais après, c'est une Parce expression. qu'après, on a des beaux mots qui correspondent à un état d'esprit partagé par tout le monde. Ouais. Les livres de Jacques Lacarrière m'ont apporté quelque chose. Ouais. Point. D'accord. Et ce qui est dommage, en fait, c'est de penser que tout soit fermé et qu'il faille des clés. Pardon? Je dis que c'est vraiment dommage de penser que tout est fermé et qu'il faut des clés. Oui, Non, voilà, ça, oui. c'est Clé, pour moi, ça veut dire aussi une truc D'accord. à Oui, ouvrir, allez-y. fermer. Madame. Ben oui, mais la culture, souvent, elle est fermée. Hein. Oui. On la met pas à disposition de tout le monde. Exactement. Oui, Oui, mais faut faut, dire quelque chose Il là. faut savoir lire. S'il vous Oui, puis plaît. il faut que quelqu'un nous fasse découvrir des moments. Il y a... Alors, juste s'il vous plaît. Pardon. Certainement, ça sera plus long, je pense. Ça sera plus long à creuser S'il y a pas, c'est pas si on ça. trouve par Je soi-même. pense que Oui, c'est je beaucoup pense. plus par critère de désir d'appartenance à un groupe qu'on séduit. D'accord. Ok. C'est parce que c'est Très bien. un critère d'éducation dans un groupe. D'accord. Mais en fait, il y a la question que vous posiez, madame, des passeurs, qui est quand même important. C'est-à-dire qu'on peut ne pas Les se rendre passeurs compte qu'on a un sont passeur. importants, Un passeur, c'est quelqu'un qui vous fait gagner du temps d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au lieu que vous Un cherchiez, passeur, vous creusiez. symboliquement, c'est quelqu'un qui me porte. Ben, moi, j'ai eu un passeur en musique classique, par exemple. C'est-à-dire que j'étais absolument pas, j'étais aussi d'extraction modeste et pas du tout connaissant la musique classique. Et j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui s'appelle Serge, qui maintenant a disparu. Et il m'a ouvert, il m'a donné des clés, d'une certaine manière, enfin je ne sais pas dire autrement, pour m'expliquer où je pouvais aller. Et après, moi j'y suis allé, quoi. Je veux dire, il m'a pas... C'est ça la notion de passeur, c'est qu'au fond, c'est pas celui ou celle qui vous... Et vous jouez le rôle de passeuse, de passeur, ici. Voilà. La culture, c'est aussi, on peut être dérangé par quelque chose qui va faire que ça va faire un déclic. Oui. Donc des fois, il n'y a pas besoin de passeur. Moi, C'est ça. m'oblige des fois à être dans des situations où je vais être complètement étrangère à la situation. Oui. Et ça va interpeller quelque chose chez moi, Oui. qui fait qu'après on a envie de creuser. C'est ça. Et, Bien sûr. C'est ça. mais, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir... C'est ça. Ça peut être par les voyages, ça peut être... Toute la curiosité, en fait, dont on parlait. Rencontre, mais quelque chose qui vous interpelle, que vous ne comprenez pas, Qui n'est pas dans votre monde, où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais comment il ressent les choses comme ça, bah, là je ne voyais pas du tout les choses comme ça, Ouais. et hop, ça vous ouvre une fenêtre. C'est ça. Ah, c'est les fenêtres, maintenant, c'est bien, c'est bon, une fenêtre sur le... On est dans la métaphore. Pas besoin de clé avec la fenêtre. Sauf si on est dehors et il faut casser la fenêtre pour rentrer. Voilà. Vous voulez dire? Tout est juste, c'est-à-dire Oui. qu'il faut une certaine culture, il faut un certain vocabulaire, pour comprendre certaines choses, il faut quand même déjà avoir des bases, Oui. parce que sinon on est complètement C'est perdu. ça. Mais aussi, je trouve que dans nos sociétés, on est très normé, Oui. et on empêche, on nous empêche un peu de nous dépasser, on C'est ça. nous empêche Et d'être interpellé par la différence, en fait, c'est ça que vous oui, dites. on nous empêche de vagabonder. Mm. Et je sais pas, des enfants qui ont des troubles attentionnels ou troubles de l'hyperactivité, avant on les aurait recadrés, point. Maintenant, il va falloir lui donner un traitement, quoi. Ouais. Donc je veux dire qu'on est vite dépassé par tout ce qui est le vagabondage. C'est ça. Alors que je trouve que c'est le vagabondage qui est créatif. Ouais. Donc il faut faire confiance à l'être humain et à ce qu'il est capable d'être aussi et croire en soi-même. Parce que, comme vous dites, on est des hommes préhistoriques, ils étaient pareils. Ouais. On a toujours le même cerveau. Mais vous savez que les hommes préhistoriques, il y avait... c'était pas... Ils peignaient à un endroit, puis d'autres peignaient à d'autres endroits. C'est qu'il y a eu à ce moment-là, enfin, c'est un paléontologue. Un paléontologue qui a découvert ça et qui a mis
cette idée sur la table, c'est qu'il y avait des gens qui circulaient et qui apprenaient à peindre et à dessiner et à utiliser les couleurs. D'accord. Donc il y avait déjà une sorte de beaux-arts. D'accord, voilà. Cette forme de créativité, elle a toujours existé, sauf qu'on l'amenuise dans certaines cultures, alors qu'on la développe dans d'autres. Si vous allez par exemple en Mongolie, dans les pays où ce sont des nomades et tout, l'enfant qui va être créatif, qui va étudier tout son environnement, la colline qui est plus loin, le troupeau où il va, le chameau où il va, enfin bref, on va l'ouvrir au monde. Au contraire, on va trouver qu'il s'imprègne de son environnement et tout. À l'école, nous, nos enfants, s'ils commencent à vagabonder, à regarder par dehors ce qui se passe et tout, non, on va au contraire le recentrer. Et ce recentrage, des fois, il est un peu étouffant. Vous dites qu'il faut apprendre à nos enfants, par l'exemple, à vagabonder, c'est ça? Ah bah complètement. Bon. On va à l'école. Bah pourquoi pas. À l'école, c'est plus possible. Le poème de Prévert, les murs de la classe qui tombent. Là, les enfants, ils étaient libres de courir dehors. Ouais. Je veux dire, on rentrait à l'école, on était 2 heures, on regardait le petit caillou, je sais pas, là-bas. C'est ça. Bon, bref, tout le long du chemin. Non, mais aujourd'hui, les enfants, ils ont peur. Il peut alors arriver. C'est les parents qui ont peur. Oui, j'ai les parents. Donc ils vont prendre la voiture et toute cette liberté que l'enfant il avait, bon, bah, il est mis dans une voiture, il arrive chez lui et il va prendre son portable, comme ça. Et toute cette libération de l'esprit, Ça nuit à la sculpture.